Arme par excellence de la chevalerie, l'épée porte en elle le pouvoir de susciter un imaginaire fertile qui nourrit encore abondamment les œuvres de fiction moderne. Qu'elle soit magique ou non, faite d'acier ou de cristaux Kyber, l'épée continue de peupler nos histoires. Mais déjà, dès le Moyen-Âge, elle occupe une place centrale dans les récits. Excalibur, Joyeuse ou Durandal, ces noms d'épées ne vous sont sûrement pas étrangers. Je m'appelle Nat Dosres et ensemble, on va explorer l'histoire. Roland ferits el peirun de Sardonie, Croes liacer, ne briset ne ses gronie. Quan il solvit, quan en pomie frendre, a sei meisme la comencet a plaindre. Hey, de Randala, com es belle, e claire, e blanche, contra soleil se luises e reflembes. Carles estate es vals de Moriane, quent Deus del cel li mandat par sun angle quel te donast a un conte Catagne. Donc la mesenst, li gentils reis, li magnes. Joel conquis e Anjou e Bretagne, Joel conquis e Peitou e le Maine. Joel conquis Normandie e la France, Joel conquis Provence e Quitagne. E Lombardie e tres tutte Rormaine, Jolen conquist Baiver e tutte Flandres, e Borguigne e tres tutte Puigliani. Constantinople, dont il la fiance, e en saisoni fet il suquir de Mendet. Jolen conquist e Escos, Juarez, Islon e Angleterre que il tenet a Cambre. Conquist l'onai pais et terre tantes que Carles tiens, qui a la barbe blanche. Por cet espè et dolor et pesants. Miel se voile mourir qu'entre païens remagne. Deus per, nan laisset unir France. Se sente Roland que la mort le tres prend. De vers la teste, sur le cuir le descend. Dessous un pin, y est alet courant. Sur l'herbe verte, si est couchet à dents. Dessous lui, met s'espè, et l'olifant en soumet. Tournat la teste vers la païenne gente, pour solat faillit, que il voit veramente que Carles diet et tretute sa gente. De gentils sequens quel fut mort conquerent. Ce que vous venez d'entendre est un passage de la chanson de Roland. Écrite au XIe siècle, elle est à ce jour la plus ancienne chanson de Gesse en ancien français qui nous soit parvenue. Le récit de la mort de Roland témoigne de l'amour que porte le chevalier à son arme. Il synthétise tout ce que représente l'épée dans la réalité et l'imaginaire du Moyen-Âge. Pour le chevalier, l'épée est bien plus qu'un outil efficace pour guerroyer. Portée à la ceinture, elle lui rappelle l'autorité découlant de son statut particulier. Il y a eu déjà tellement de vidéos faites sur les épées qu'il est difficile d'en proposer un nouveau regard. Je vais toutefois tenter de relever le défi en vous proposant une série sur l'épée au Moyen-Âge central, c'est-à-dire une période allant du XIe au XIIIe siècle. Mais commençons par le commencement. De quoi est constituée une épée? De plusieurs parties. Nous pouvons en distinguer 4. Lame, garde, poignée et pommeau. Débutons par la lame. Pour simplifier, elles sont faites de fer et d'acier. Au milieu de la lame se trouve la gorge. Cette dernière sert à alléger la lame en enlevant de la matière. Il est à noter que le docteur Fabrice Cognot émet dans sa thèse une explication complémentaire. L'existence de la gorge pourrait être également liée au procédé de fabrication, car lors du forgeage, former une gorge permet d'élargir la pièce sans en modifier trop l'épaisseur.
Dans tous les cas, la gorge n'est pas une gouttière créée pour faire couler le sang de son ennemi comme on peut l'entendre. Car ce qui sert à faire couler le sang, c'est ça, les tranchants. Parce que oui, en fait, une épée ça coupe, et sur toute la longueur, pas que sur le dernier tiers. On trouve des mentions d'épées tranchantes comme des rasoirs dans les sources textuelles. Sur la lame, on peut y faire figurer des inscriptions. Cela peut être des bénédictions, des marques d'atelier, des inscriptions à teneur morale, ou une suite de caractères encore aujourd'hui difficilement interprétables. La garde est un ensemble constitué de 2 quillons, les petites excroissances métalliques, là. La garde sert à caler la main, et les quillons servent à la protéger. Mais pas que. La poignée prolonge la soie, la partie métallique qui prolonge la lame et qui va sertir le pommeau. Elle est composée de plaquettes de bois qui vont former le corps de la poignée, puis d'un recouvrement de cuir, de soie ou de fils métalliques qui vont habiller l'ensemble. Du XIe au XIIIe siècle, la poignée est assez courte, avec une taille comprise aux environs de 9,5 cm. Il n'y a la place que pour y placer une seule main. Enfin, le pommeau se trouve à l'extrémité de l'épée. En bronze ou en fer, parfois doré, il peut prendre plusieurs formes. La grande star des pommeaux au XIe et XIIIe siècle, c'est la forme en noix du Brésil, comme ici. Progressivement, cette forme va laisser place à de nouveaux modèles, mais la fonction première du pommeau reste la même, caler efficacement la main du porteur. Comme les épées sont à la fois similaires mais différentes, les spécialistes du XXe siècle ont cherché à classifier les épées selon leur morphologie pour pouvoir en étudier l'évolution. C'est ce que l'on appelle une typologie. Pour la période qui nous intéresse, celle qui est encore largement utilisée, bien que perfectible, est la typologie dressée par Ewart Oakeshott. Illustrateur, collectionneur et historien amateur britannique, Oakeshott documente la forme des lames, leurs proportions, mais il s'intéresse également aux gardes et aux pommeaux. Sa typologie commence là où celle de son prédécesseur, Peterson, s'est arrêtée. Peterson avait classifié ses épées par un classement alphabétique, de A à X. Oakeshott part du X, l'adapte en format numérique romain et ira donc de 10 à 22. Avec les sous-types, il ne dresse pas moins de 24 profils d'épées différents. Attention, les numéros attribués à chaque type ne sont pas liés à un siècle. Autrement dit, les épées type 16 ne sont pas des épées du XVIe siècle. On ne parle donc pas de type 16e ou de type 16e siècle, mais bien de type 16. Pour la période qui nous intéresse, du XIe au XIIIe siècle, les types d'épées que l'on rencontre le plus fréquemment sont celles du groupe 1, c'est-à-dire les types 10, 10A, 11, 11A, 12, voire 13, 13A, 13B et 14 pour la fin de nos bandes chronologiques. Avec des lames mesurant dans leur majorité autour de 85-95 cm de long, on serait tenté de croire que ces épées sont lourdes. En réalité, le poids total de l'épée reste relativement modeste, entre 900 et 1300 grammes environ pour la majorité des spécimens. Pour vous donner un élément de comparaison, dites-vous qu'une épée de ce type est plus légère qu'une bouteille d'eau d'1,5 litre. Une question qui revient souvent est celle du point d'équilibre de ces armes. J'entends souvent des passionnés expliquer que pour qu'une épée soit bien équilibrée, il faut que leur point de balance se situe au plus près de la garde. Pourtant, quand on étudie les lames du XIe au XIIIe siècle, on se rend compte qu'elles ont un point d'équilibre très en avant. Le point d'équilibre va de 11 à 23 cm selon les modèles. Est-ce que cela signifie qu'elles sont mal équilibrées? Non, bien sûr que non. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, penchons-nous sur l'usage qui était fait de ces épées. À l'époque féodale, l'épée se manie à une main en adjonction d'un écu. Les prises d'épée à deux mains sont le plus souvent représentées dans des contextes très particuliers. Achèvement, coup décisif, exécution. On ne peut pas à proprement parler d'une escrime à deux mains avant le XIVe siècle. Globalement, on peut distinguer 3 usages de la lame d'épée. Le premier est la taille. Nous l'avons dit précédemment, les lames sont aiguisées sur toute leur longueur et coupent très bien. On s'en rend bien compte en étudiant certains squelettes. Et face à un combattant non armuré, l'épée fend. Dans la littérature épique, elle peut même fendre casque et aubert, selle et cheval, rocher et enclume, mais il s'agit là d'un procédé d'amplification et d'exagération déjà évidente pour l'auditeur de l'époque. Deuxième usage, l'estoc. La pointe plus ou moins prononcée des lames permet de perforer son adversaire. Mais il convient de préciser que dans le cadre du combat en armure, cette pratique reste très rare. Le docteur Gilles Martinez remarque que dans les 37 000 vers que comportent les œuvres de Chrétien de Troyes, on ne rencontre qu'une seule fois la mention d'estoc. En effet, avec les épées de l'époque, le risque est grand de voir son épée se tordre sur un écu ou un aubert, et ce, même si elles ont été trempées. La seule mention d'estoc de Chrétien de Troyes se rencontre dans le roman Yvain le chevalier au lion. L'auteur précise que les chevaliers se frappent au visage, zone qui, à la fin du XIIe siècle, n'est pas encore systématiquement protégée par un aume fermé. À bien y regarder, les références à l'usage du plat de la lame sont plus fréquents chez le romancier français que les coups d'estoc. Dernier usage, le choc.
Bien armuré, le combattant n'a pas à craindre grand-chose de la coupure. C'est la raison pour laquelle l'escrime chevaleresque est une escrime de choc. La littérature médiévale regorge d'énormément d'occurrences, et je ne parle pas seulement des romans épiques ou des chansons de geste, mais nous y reviendrons dans le troisième volet de cette série. Avec un point d'équilibre très en avant sur la lame, l'épée de cette époque bénéficie d'un effet marteau qui permet de délivrer des chocs à même de causer des traumatismes fermés à ses opposants. Os fracturés, clavicule démise, côte fêlée, j'en passe, et des meilleurs. Voilà pour la lame, mais comme le dit si bien Godefroy d'Ibelin, Il n'y a pas qu'une lame dans une épée. lorsque la distance entre les deux combattants se réduit, pommeau et quillon sont utilisés. Dans le duel final entre Yvain et Gauvin, malgré leur très grande proximité due à leur rapprochement progressif durant le combat, les deux chevaliers continuent d'utiliser leur épée. Avec le pommeau, ils frappent le nasal, le dos, le front de leur adversaire et les joues deviennent bleues et violacées, là où le sang jaillit. Mais rassurez-vous, tant que vous tenez votre épée en main, vous êtes toujours en train d'escrimer. Et ce, même si vous êtes en train de mettre de bons bourre-pifs dans le visage de votre adversaire avec les quillons. Mais l'épée est-elle exclusivement utilisée par des chevaliers? Bien sûr que non, mais l'épée est bien plus qu'une arme, elle est chargée de symboles. Elle est par exemple au cœur de la théorie des deux glaives. Cette doctrine trouve son origine dans la Bible, dans l'évangile de Luc. Peu avant de partir pour le jardin de Gethsémanée, le Christ commande à ses apôtres que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ils dirent « Seigneur, voici 2 épées ». Et il leur dit « Cela suffit ». Mais plus tard, lorsque Pierre coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre venu arrêter Jésus, celui-ci profère des paroles qui semblent contradictoires. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » À partir de ces paroles et des autres évocations de l'épée comme allégorie d'une arme spirituelle dans la Bible, le pouvoir papal va mettre en place sa doctrine. Il existerait 2 pouvoirs symbolisés par ces 2 épées, l'un spirituel, l'autre temporel. Au XIe siècle, la papauté affirme que le pouvoir spirituel tenu par le pape est supérieur au pouvoir temporel délégué à l'empereur. Cela va entraîner un conflit majeur entre la papauté et le Saint-Empire romain germanique qui va durer presque 50 ans, la querelle des investitures. Dorénavant, le pape et en général l'Église délèguent l'épée matérielle au pouvoir séculier pour qu'il exerce à sa place la violence légitime. En effet, l'ordination empêche le prêtre de se souiller du sang. C'est cela, oui. Il est par conséquent tenu de transmettre aux laïcs l'épée physique pour qu'ils en fassent bon usage, mais toujours sous son contrôle. C'est la raison pour laquelle la remise de l'épée est un moment central dans les sacres et les adoubements aristocratiques. Il faut cependant noter que si le clergé intervient dans l'adoubement, sa part ne prend pas les mêmes proportions que dans le couronnement. Lors de ce dernier, c'est l'évêque qui remet l'épée au souverain, alors que pour l'adoubement, la remise de l'arme se fait en général par un laïc. La signification théocratique de la remise de l'épée au roi par un prélat du clergé est évidente aux yeux de tous. Elle fait du roi le bras séculier de l'Église. Dans la société médiévale, l'épée symbolise, nous l'avons vu, le pouvoir, et donc par extension, le droit et l'application de la justice. Les représentations des rois, des comtes et des autres nobles tenant leur épée pointe vers le haut, ailleurs qu'à la guerre, se multiplient dans l'iconographie médiévale. Pour citer le professeur Martin Aurèle, dans toutes ces images, le glaive statique du roi est en lui-même le signe de sa toute-puissance. A l'inverse, le souverain esquisse parfois un mouvement qui ordonne l'exécution. L'application de la peine capitale relève de la justice qui, en théorie, devrait protéger le faible et défendre l'Église. Ce programme est même explicitement mentionné au sommet de la plaque émaillée de l'effigie funéraire de Geoffroy Plantagenet. Par ton épée, prince, la multitude de déprédateurs est mise en fuite et une durable quiétude est accordée aux églises. Le port de l'épée est le signe extérieur de l'appartenance du chevalier à l'aristocratie médiévale, dont la guerre est l'occupation essentielle. Mais porter l'épée de quelqu'un d'autre n'est pas sans conséquence. De nombreuses représentations iconographiques montrent de porte-glaives derrière les souverains. Ce service valorise celui qui l'accomplit et est réservé aux seuls membres du premier cercle du pouvoir. Mais dans certains cas, porter l'épée d'autrui n'est pas forcément valorisant car il signifie sa soumission au possesseur de l'épée. C'est ce que nous renseigne le moine Richer en rapportant ce qui faillit être un incident diplomatique. Lors d'une rencontre entre l'empereur Othon II et Hugues Capet, le duc des Francs faillit attraper l'épée de l'empereur pour la lui donner. Cette action fut empêchée par un homme d'église qui s'interposa et prit lui-même l'épée. Richer nous apprend que cela évita au futur roi des Francs qu'il ne soit perçu comme le sujet de l'empereur.
D'autres anecdotes similaires sont rapportées au XIe, XIIe et XIIIe siècle. Arme emblématique de la chevalerie et chargée de symboles, l'épée est au cœur de nombreux mythes médiévaux. Les plus célèbres d'entre elles portent des noms à jamais légendaires. Durandal, l'épée de Roland, Joyeuse, l'épée de Charlemagne, Excalibur, l'épée d'Arthur et bien d'autres. Ces épées ont des origines diverses, mais les plus merveilleuses d'entre elles sont forgées par des artisans mythiques comme le légendaire Galan. Pour tenter de comprendre et percer les secrets de leur fabrication, nous irons dans le prochain épisode à la rencontre de Gaël Fabre, fabricant d'épées forgées. C'était Nat Dosres, et ensemble, on a exploré l'histoire. Quand on parle du chevalier, on imagine immédiatement son arme, son épée, et les chevaliers Jedi ne font pas exception. Excusez-moi là. Faut sortir maintenant monsieur, c'est mon sabre déjà, c'est ma réserve, c'est... Barré.